Sirius, comme a dit Yves, se trouvait dans le port d'Amsterdam en maintenance à partir de Noël 84 jusqu'à la mi-avril 85. Il a quitté Amsterdam le 19 avril pour se diriger vers la Belgique où il a mené une campagne contre le déversement de produits toxiques en mer. Il a fait entre le 21 avril et le 26 avril une série de conférences aux Pays-Bas, au Storm Vlissingen et en Belgique. Il a mené des actions à partir du 26 avril et le 5 mai, il a été confisqué à Anvers où il est resté jusqu'au 30 mai, où il a réussi à s'échapper, on se coupe les mains, l'équipage lui coupe les mains pour qu'il puisse passer sous les ponts. Le Rainbow Warrior, comme a dit Yves, et de produits toxiques en mer. Fin 85, fin 84, début 85, il était équipé d'une voile et c'est le 16 mars 85 qu'il a quitté Jacksonville en Floride pour passer par le canal de Panama avant de commencer sa campagne. Ce n'a jamais été à Amsterdam en avril 1985. À moins de supposer que les équipes de la DGSE sont formées de gens aveugles, ou en tous les cas très fortement daltoniens, ou bien qui ne savent pas lire, enfin bref, affichés de tard, qui en général conduisent à être refoulés si on veut appartenir au service secret. Si bien que l'ensemble des révélations ou des allégations qui sont faites dans ce livre deviennent sujettes à caution. Plus rien n'est crédible, puisque l'élément central de la thèse de ce livre est faux. Et en particulier, parce que nous ne nous intéressons pas aux affaires politiques franco-françaises en la matière, on les juge d'une révélation faite dans ce livre, selon laquelle le photographe Fernando Pereira, qui a péri durant le coulage du Rainbow Warrior, serait descendu dans sa cabine après la première explosion, une sorte de coup de semonce, tel qu'il est présenté dans l'ouvrage, non pas pour chercher ses appareils de photo et ses films, mais ses carnets où auraient été écrits les codes secrets dont il aurait eu besoin pour communiquer avec on ne sait qui. Fernando Pereira était un journaliste indépendant, photographe indépendant, il y en a parmi vous, et je pense que n'importe quel photographe indépendant pourra confirmer que son matériel compte beaucoup pour lui. C'est du matériel cher, performant. Par ailleurs, Fernando Pereira venait de faire une campagne dans les îles Marshall et avait dans ses documents des films, des pellicules d'un prix inestimable. Il est donc tout à fait normal, naturel, qu'il ait songé, sans plus réfléchir, à descendre à toute allure dans sa cabine pour récupérer son matériel. Et si Fernando Pereira avait eu la carrure d'un agent secret et la formation d'un agent secret, il est évident qu'il ne serait pas redescendu dans sa cabine. Parce qu'il aurait reçu la formation nécessaire pour éviter de se mettre dans une situation aussi dangereuse. Je ne suis pas très versé non plus dans ces affaires d'agents secrets, mais je ne pense pas que les agents secrets s'amusent à traîner le code dans leur papier, qu'ils l'ont dans la tête. Alors avant d'en venir auprès de ceux qui entretiennent la rumeur selon laquelle nous serions des agents de l'Est. Alors pour ceux qui donc assimilent les activités de Greenpeace à des activités occultes au service d'un État et qui n'ont pas encore compris que c'est une organisation pour la protection des baleines, elle a eu lieu en 75-76. Et elle a été faite contre les pratiques baleinières soviétiques. Compte tenu de la sensibilité d'un grand nombre de personnes dans les pays anglo-saxons et même en France sur ces sujets de préservation des espèces en péril, on peut difficilement penser que l'image de l'Union soviétique en est sortie indemne auprès de ces gens-là et auprès du grand public. Dans ces conditions, juger d'une façon désinvolte l'impact de telles campagnes sur l'image de marque, en l'occurrence de l'Union soviétique, puisque c'est quand même un État centralisé et les pratiques baleinières sont décidées au niveau ministériel, c'est véritablement faire une erreur de jugement assez profonde. De même, Greenpeace
dans le même ordre d'idées plutôt, Greenpeace est la seule organisation internationale opposée aux essais nucléaires et pour le désarmement qui ait fait des actions d'envergure dans les pays de l'Est, avec tous les risques que cela comporte. Une action à Leningrad en 82 contre les essais nucléaires soviétiques, une action en 83 à Berlin-Est avec une montgolfière pour dénoncer les essais nucléaires soviétiques, une action en 84 à Rostock pour récupérer la montgolfière. Rostock est un port d'Allemagne de l'Est, pour récupérer la montgolfière, une action en 86 ou 85 en Tchécoslovaquie contre les pollutions des industries tchèques, pollution soufrée dans l'air, et une action cette année, en 87, pour l'anniversaire de Tchernobyl à Prague. Je ne vois pas en quoi ces actions accréditent l'idée que nous travaillerions pour améliorer l'image de marque du gouvernement français. En revanche, et toujours pour ceux qui fantasment sur le thème des fonds occultes et d'un travail en sous-main pour des puissances étrangères, je vous ferai remarquer que Greenpeace n'a à ce jour fait aucune action d'envergure contre la chasse baleinière japonaise et n'a fait aucune action d'envergure contre les essais nucléaires chinois et à l'époque où ils avaient lieu, les essais nucléaires indiens. Alors, messieurs, partez en chasse, messieurs, mesdames, si ça vous intéresse, il y a peut-être là une source de financement occulte pour l'association. En fait, la réalité est très très prosaïque. Et ça va être, malheureusement, ça doit être une révélation, en tous les cas, dans ce pays. Greenpeace se développe en fonction de la réponse du public. Dans les pays où la vie associative est forte, où il y a une forte sensibilité au thème de la nature et du désarmement, les bureaux de Greenpeace sont riches. Et ceci indépendamment de la taille du pays. Le bureau de Greenpeace Hollande est immensément riche. Il fait ça, et les florins, les milliers, les centaines de milliers, les millions de florins arrivent. En France, qui est un grand pays, Greenpeace est très pauvre. Et si Greenpeace, au niveau international, était réellement anti-français, je pense qu'il nous donnerait les moyens de relever le défi permanent de la désinformation dont nous sommes victimes. Or, les buts de Greenpeace ne sont pas politiques. Donc, Greenpeace ne consacre pas de fonds secrets ou autres à relever l'image de marque de Greenpeace en France. C'est à nous de le faire, et à nous seuls. J'ai terminé. Si vous avez des questions à poser, nous sommes, Louis et moi, à votre disposition. Ah, je suis pas là sur la pub pour le livre. Ou alors, il faut que je fasse ça. Oui. Une question que je voulais poser. Vous étiez en Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique Sud. Quelle était la démission que vous aviez avec les indépendantistes kanaks? Nous avons été démêlés avec les indépendantistes kanaks à Paris, lors d'une réunion qui mélangeait le thème de l'indépendance sur l'affaire des réparations, où en est l'affaire des réparations. Donc, nous attendons toujours de donner une conclusion quelconque jusqu'à présent. Alors, je tiens à vous signaler que les deux parties se sont engagées à la discrétion la plus totale sur la négociation concernant les réparations. Quel est le tribunal qui s'en occupe? C'est un tribunal d'arbitrage composé de 3 personnes, un professeur français, un ancien juge néo-zélandais et un Suisse qui a été nommé par les deux parties. Cette partie a nommé un représentant, l'un des juges, et les deux juges ensemble ont nommé la 3e partie qui est le président du tribunal. Combien de... On n'est pas en mesure de le faire. Vous n'êtes pas en mesure, vous ne voulez pas. Non, nous avons un engagement. Nous avons un engagement avec le gouvernement français de ne faire aucune révélation sur les négociations. Donc nous ne pouvons pas faire de révélation sur les négociations. Seulement nous pensons que la sortie de ce livre, à un moment très proche de la conclusion de l'arbitrage, n'est pas un hasard. Donc vous ne pouvez pas accréditer la thèse qui consiste à dire qu'à l'Élysée, il y aurait eu ce Fabius, celui-là tel, contre les activités des... Nous n'avons aucune introduction dans ces milieux-là, donc nous ne savons pas ce qui s'est passé. Vous n'avez aucune idée de l'identité de Patrick Demandevert? Non. Nous pouvons simplement vous dire que
le livre est entièrement faux puisqu'il repose sur une information qui est fausse. C'est tout ce que nous pouvons dire. Et à mon avis, c'est extrêmement grave qu'on ait pu publier quelque chose comme ça. Véritablement, ça pose problème. Ça pose des problèmes très fondamentaux sur le fonctionnement de l'information. Ils peuvent très bien s'être trompés sur l'histoire d'avril 85 et être vrais sur le reste. Est-ce que sur le reste, vous avez des choses à dire sur tout le reste du déroulement d'opération? Nous n'avons pas d'introduction auprès des services secrets et des équipes qui ont fait ce sale coup, donc nous ne pouvons rien dire là-dessus. Simplement, ce que nous pouvons dire, c'est que à partir du moment où il y a un tel luxe de détails pour décrire une opération fictive à Amsterdam, tout le reste est sujet à question. Je vais revenir sur la composition du tribunal, c'est pas très bien compris. Il y a un professeur français, un juge néo-zélandais. Et un professeur suisse. Et le Suisse a été élu par les deux autres. C'est un tribunal d'arbitrage tout à fait classique, comme on voit en droit français, où il y a reconnaissance des faits par l'un et l'autre partie, et il y a une décision à prendre quant aux réparations qui vont être versées à la partie, à la victime. C'est un tribunal tout à fait classique, ce n'est pas un tribunal au sens qu'on entend de tribunal de justice. Mais qui siège à Genève? Qui siège à Genève, oui. Et depuis quand il s'est réuni ce tribunal? L'accord initial était conclu en décembre 1985. Il s'est réuni à plusieurs reprises depuis cette date-là. Et c'est eux qui vont fixer le montant des réparations. Oui. Puisqu'il y a accord sur les faits, il reste juste à se mettre d'accord sur le montant des réparations. Mais qu'est-ce que ce livre peut changer par rapport à cet arbitrage? Ce livre ne changera rien par rapport à cet arbitrage. Ce livre est un coup de plus pour ce qui nous concerne. Je ne parle pas pour ce qui touche au monde politique français. Visiblement, il y a des choses, n'est-ce pas? Pour ce qui nous concerne, ce livre est un élément extrêmement malfaisant, puisque, comme je le disais tout à l'heure, il accrédite, disons, il joue de la synergie d'informations soi-disant de révélations sur la vérité des faits et de calomnie sur les objectifs de l'association. Si bien que les gens qui lisent ça pourraient être fondés à croire que ces calomnies sont fondées, sont vraies, sont la réalité, puisqu'on les ressort à l'occasion d'une information qui est censée apporter la vérité. Est-ce que vous estimez qu'il y a une calomnie ou une affirmation vous avez lu le livre? Vous verrez que le procédé habituel, extrêmement habile dans ces milieux, que je n'allais pas dire littéraires, parce que ce n'est pas de la littérature, dans ces milieux-là, c'est-à-dire que tout est présenté comme étant des allégations qui sont fondées pour des raisons qu'on ignore. Donc il y a toujours une espèce de conditionnel derrière.